Madame Léger, pouvez-vous présenter la première ambition concernant l'éducation à la transition écologique? Oui, avec plaisir. Je vais juste rappeler qu'en fait, ces ambitions, elles ont été partagées, adoptées par l'ensemble des participants sur ces derniers mois et elles ont donc été travaillées. Donc, ce que je vous présente, en fait, c'est l'issue de cette concertation et c'est à travers des objectifs très opérationnels, très concrets, comme on nous l'a demandé, c'est-à-dire d'être au plus près à la fois des besoins des enfants, des familles qui ont été exprimés, et du coup des solutions qui vont être plutôt très locales, en hyper proximité, comme en a parlé tout à l'heure Valérie. Alors pour commencer, effectivement, il y a l'éducation à la transition écologique. Notre projet éducatif doit accompagner les jeunes lyonnais pour appréhender les enjeux de la transition écologique. Acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements, les pratiques nécessaires à la prise en compte de la nature dans notre environnement. Des initiatives vont stimuler des interactions entre nos modes de vie et la nature, en valorisant ainsi l'éco-citoyenneté et la responsabilité de chacun au quotidien. Nous allons décliner ça suivant 3 axes opérationnels, dont le premier, c'est la promotion, comment promouvoir une alimentation saine et responsable. Rendre l'enfant acteur de son alimentation, c'est favoriser son autonomie et sa prise de conscience. Une éducation nutritionnelle et une éducation au goût, mais qui va s'inscrire dans une démarche durable et responsable. C'est dans cette optique que la ville de Lyon s'est engagée dans la refonte de son marché de restauration scolaire qui entrera en vigueur en septembre 2021. Le deuxième axe opérationnel, c'est le lien avec la nature et le vivant. La nature, au sens large, doit devenir ou redevenir familière pour l'enfant, quelque chose qu'il connaît, qu'il comprend, qu'il peut toucher et auprès de laquelle il peut expérimenter pour mieux la respecter. C'est une expérience concrète de chaque jour. C'est pourquoi la ville de Lyon a notamment investi dans un grand plan de végétalisation des cours d'école. Près de 70 projets seront réalisés d'ici 2026. Mais cet enjeu rencontre également la démarche de l'éducation nationale de labellisation E3D, école-établissement en démarche de développement durable. Un troisième axe opérationnel, c'est encourager les pratiques éco-responsables. La transition écologique, elle devient concrète lorsqu'elle est ancrée dans les pratiques et les gestes du quotidien de façon positive. Il s'agira donc d'encourager ces comportements éco-responsables dès le plus jeune âge, afin que ces derniers relèvent de l'évidence. Cela passera notamment par le développement des mobilités actives, en particulier la pratique du vélo, mais également le réemploi dans le choix des équipements, dans les pratiques pédagogiques, la réparation, le tri, ainsi qu'une utilisation mieux maîtrisée du numérique. Merci Madame Léger. Nous allons donner la parole donc, du coup, aux acteurs du territoire. Bonjour Madame Ingrid Ruller. Vous êtes directrice de l'école Les Bleuets dans le 9e arrondissement. Votre école est engagée dans une démarche de développement durable. Et en quoi cela rejoint les objectifs du nouveau projet éducatif? Donc oui, en fait, je suis sur une école primaire, donc des élèves de 2 ans à 11 ans. Cela fait 2 ans que l'on a travaillé sur un grand projet, un projet phare, qui permettait de faire travailler toute la communauté éducative. Ce projet est né lors d'une instance qui s'appelle les conseils des éco-délégués au sein de mon école. Et il y avait deux choses qui étaient en lien, c'était améliorer le climat scolaire par rapport aux cours d'école. Et lors des canicules, on s'est rendu compte que la cour d'école était un grand pôle de chaleur. Et donc, on est parti sur un projet de végétalisation de la cour d'école. Donc, ça fait déjà 2 ans. Et on a aussi donc démarché, on a fait donc une labellisation au niveau de l'école. Donc, on a obtenu ceci en janvier dernier. Et ça nous permet donc de travailler avec les parents d'élèves, avec le périscolaire, avec les enseignants, les agents de la ville sur ce projet-là. Le PEDT, donc c'est une évidence, puisque ça nous permet aussi d'obtenir des financements pour pouvoir mener à terme tout ceci, pour pouvoir avoir aussi une association partenaire, cela, pour travailler sur la végétalisation de la cour. Et en plus, actuellement, là, nous sommes sur la réécriture du projet d'école.
Et donc, pour garantir toute cette continuité pédagogique, il est nécessaire, bien sûr, de s'appuyer sur le projet éducatif de la ville de Lyon. La deuxième ambition, éducation à la citoyenneté, à l'engagement et émancipatrice. Est-ce que vous pouvez nous la présenter plus en détail? Alors, parce qu'il est essentiel que tous les possibles soient encouragés dès le plus jeune âge, notre projet éducatif structurera les opportunités de se découvrir, de se construire, de s'épanouir via des parcours artistiques, culturels, sportifs, scientifiques, solidaires. Il créera des espaces d'expression, de dialogue, de respect mutuel, tout en encourageant des formes d'engagement afin de permettre aux enfants d'assumer leurs fonctions citoyennes pleines et entières. Un premier axe opérationnel, ça sera de faire des pratiques artistiques, culturelles, sportives des leviers d'émancipation. La culture, l'art, le sport, les sciences sont autant de leviers pour permettre aux enfants de s'ouvrir aux autres, mais aussi de construire leur propre vision du monde, de s'affranchir des déterminismes sociaux, culturels, de développer leur autonomie et leur capacité individuelle, quel que soit leur genre, leur âge, leur situation familiale et leur quartier. Dans ce cadre-là, il est vraiment important d'améliorer l'offre et la visibilité de l'offre auprès des familles pour développer les pratiques. Là, je parle notamment de l'offre de nos partenaires associatifs. On connaît l'offre très localement, on ne connaît pas forcément l'offre sur tout le territoire. Il est nécessaire aussi d'élaborer des parcours cohérents, diversifiés entre les temps et adaptés selon l'âge des enfants. Et cela va passer par une meilleure articulation entre les ressources à la fois de la ville, de la métropole, de l'éducation nationale et du tissu associatif lyonnais qui est très riche. Le projet éducatif fait vivre les valeurs républicaines et lutte contre toutes les discriminations. La lutte contre les discriminations et stéréotypes, l'égalité, nécessite de mieux coordonner l'action des professionnels, mais aussi de développer les compétences des enfants et d'améliorer leur bien-être par un environnement apaisé. Cela passe par une attention toute particulière au respect du règle de vivre ensemble, à la gestion et à la réduction des conflits par l'écoute. Les enfants doivent pouvoir exprimer librement leurs opinions dans un cadre qui favorise la discussion sereine et respectueuse. La lutte contre le harcèlement, les actions d'entraide, de coopération et de solidarité devront être encouragées. Mais face à des situations parfois très complexes à gérer, des situations individuelles, les encadrants auront aussi besoin d'être épaulés. Enfin, dans le cadre de l'exercice de leur citoyenneté, pour développer leur pouvoir d'agir, nous allons favoriser à la fois l'expression et le dialogue en veillant à impliquer tous les enfants et pas ceux toujours qui sont plus aisés à s'exprimer dans une plus grande facilité. Là, nous souhaitons toucher tous les enfants. Nous allons vraiment promouvoir le faire ensemble et encourager toutes les formes de citoyenneté active. Et enfin, contribuer à construire un esprit critique et d'un regard sur le monde, et notamment dans cette période, dans cette ère qui est celle du numérique. Voilà. Bonjour, Madame Razika Chelali. Vous êtes directrice d'accueil de loisirs à l'école Pradel dans le 6e arrondissement. Vous avez, dans le cadre de cette concertation, animé des temps d'expression. Vous avez recueilli aussi la parole des enfants et vous valorisez en quelque sorte le pouvoir d'agir des enfants dans le cadre de vos projets pédagogiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bonjour à tous. Eh bien, nous avons dans un premier temps réalisé ces ateliers ciblés sur 2 classes parce qu'en fait, on ne voulait pas on avait quand même un temps assez restreint, donc on voulait plutôt promouvoir la qualité au lieu de la quantité. Donc de ce fait, nous avons mis en place des ateliers d'écoute, dans le sens où nous avions privilégié des petits groupes pour pouvoir avoir un maximum d'échanges de la part des enfants. Donc ce qui est ressorti notamment, ce sont les besoins des enfants d'être entendus, d'être écoutés de la part des adultes, de la communauté éducative. Il faut savoir aussi que grâce à ce projet, nous avons réalisé dans notre projet pédagogique des ambitions de pouvoir mettre en place des ateliers avec les enfants,
en les impliquant plus dans les projets transversaux. C'est-à-dire qu'on peut par exemple faire des activités avec les CP et impliquer les CM2. Voilà, donc pour nous, cette démarche, ça a vraiment été un réel levier pour la prise de parole de l'enfant, ce qui nous permet de les inclure dans nos projets pédagogiques au quotidien. Au cœur de nos préoccupations se trouve la prise en compte des besoins des enfants et des familles. L'éducation inclusive requiert une association étroite entre parents et enfants, d'être à l'écoute des besoins particuliers qu'ils ont exprimés, mais aussi construire ensemble des réponses adaptées. Nous œuvrerons pour que l'inclusion soit une réalité pour les enfants en situation de handicap sur tous les temps. Souvent, il y a une vraie problématique au sein du temps école, par exemple, pour les liaisons entre les différents temps scolaires, temps périscolaires, etc. Donc, on va travailler vraiment sur ça. Les partenaires éducatifs doivent être soutenus aussi, formés ensemble pour prendre considération de la situation et des besoins de l'enfant sur toute son évolution, mais aussi sur toute sa journée. Et ça, c'est vraiment important pour qu'on crée les conditions nécessaires. Je pense que la formation, les temps communs, les échanges doivent être répétés, favorisés, multipliés, justement pour prendre en compte les besoins spécifiques. Nous allons agir contre les inégalités scolaires, territoriales et sociales. La crise sanitaire actuelle a rendu encore plus visibles les inégalités sociales et scolaires, tout en mettant en valeur la solidarité et la mobilisation des acteurs sur le terrain, notamment auprès des plus fragiles. Agir contre ces inégalités reste un enjeu majeur pour prévenir les risques de décrochage et permettre la réussite éducative de chaque enfant. Le rôle et la place des parents sont fondamentaux pour y parvenir. Nous ne pouvons pas accompagner un enfant scolairement si la famille n'est pas impliquée dans cette démarche-là. Dans ce cadre, le programme de réussite éducative vient notamment servir ces objectifs à travers une approche territorialisée, individualisée. La lutte contre la fracture numérique est aussi un levier pour mieux accompagner les parents dans la scolarité de leur enfant. Nous travaillerons également à expérimenter et à déployer des actions concrètes qui favorisent la mixité et l'attractivité des établissements. Le projet éducatif acte une nouvelle étape de la co-construction de la politique éducative lyonnaise avec la volonté de faire ensemble, de constituer une culture commune autour d'enjeux éducatifs clairement identifiés, en reconnaissant la place de chaque acteur dans un respect mutuel de leur expertise et de leur savoir-faire, au premier rang desquels les parents. Favorisons les dynamiques locales, renforçons l'information et la coopération entre tous les acteurs, en particulier sur les transitions. Petite enfance, entrée en maternelle, passage en CP, passage en 6e, etc. Et encourageons en permanence la participation active des parents en partant de leurs préoccupations et de leur envie d'engagement. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Samuel Roche. Vous êtes principal dans le collège d'Argent. Vous avez pu travailler sur ces thématiques lors de la concertation. Comment cela rejoint vos actions et vos préoccupations dans votre établissement ? Oui, merci Gaëtan, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, alors effectivement, on peut faire un lien très fort entre ce qui s'est passé dans les ateliers de construction de ce PEDT et ce qui se passe dans les établissements scolaires. D'abord, c'est effectivement la prise en compte de la globalité de l'enfant. Alors, en collège, on parle moins d'enfants, sauf si on a envie de les fâcher. Mais effectivement, on aurait tort de penser qu'on peut sectionner un adolescent en 26 heures ou 30 heures de présence au collège, en 3 ou 4 heures de présence à la MJC du quartier, en 3 ou 4 heures de présence dans le club de volleyball ou de tennis de table, etc. Et donc, l'objectif de prendre en compte l'enfant dans sa globalité, ça implique forcément un dialogue entre les différents acteurs. Et je crois que c'est très important. Ça l'est, à mon avis, encore plus dans une ville comme Lyon, où justement la notion de quartier a vraiment tout son sens, dans un espace très urbanisé, finalement, en termes géographiques. Le secteur de mon établissement scolaire, c'est un rayon de 500 mètres autour du collège. Donc c'est très très peu par rapport à ce qu'on peut trouver dans un espace plus rural. Là, ça signifie que dans ces 500 mètres, les élèves vont vivre l'intégralité de leur temps et vont créer des liens. Parfois même, on en parlait tout à l'heure avant la réunion, parfois même des liens un peu souterrains qui apparaissent au fur et à mesure entre écoles, entre collèges. Et donc effectivement, cette globalité d'acteurs,
elle se joue sur le territoire. Vous savez, peut-être depuis quelques années, l'éducation nationale s'est dotée d'un nouvel outil qui s'appelle le Conseil école-collège, qui permet à tous les collèges publics de travailler avec les écoles publiques de son secteur. Et donc ça, quand on parlait tout à l'heure du passage du CM2 à la 6e, ça permet effectivement de travailler en étroite collaboration et de préparer ce passage. On a souvent l'idée que le passage du CM2 à la 6e, c'est un peu un rite initiatique. Vous savez, il y a celui-ci et puis après l'armée. Bon, et je crois que, en tout cas, c'est ce qu'on dit aux parents d'élèves de CM1 et CM2 quand je vais les rencontrer dans les écoles. Non, il n'y a plus maintenant ce choc, il n'y a plus maintenant cette déstabilisation. Et justement, c'est parce que les acteurs arrivent à travailler entre eux. Et ça permet effectivement de travailler dans la sérénité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour continuer sur la question que vous posiez, effectivement, favoriser les dynamiques locales, ça veut dire être à l'écoute justement de son secteur, être à l'écoute des besoins des élèves et des parents. Ça veut dire aussi, et ça je crois qu'il faut qu'on en soit conscient, il faut être capable parfois d'être bousculé par les besoins des élèves, les besoins des familles. Pour ce qui est des besoins des élèves notamment, je crois que pour ces jeunes enfants ou ces enfants un peu plus âgés, l'apprentissage de la citoyenneté, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. Et moi je me dis, leur donner une carte de vote à 18 ans en disant maintenant vous êtes citoyen, c'est avoir manqué quand même quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'une citoyenneté, elle va se préparer d'abord sur un territoire beaucoup plus restreint, qui sera le territoire de l'école, le territoire d'un collège. Leur permettre d'être citoyen dans un établissement scolaire, c'est par exemple favoriser la formation des délégués de classe, valoriser ce rôle-là. La même chose pour les conseils de vie collégienne qui existent depuis quelques années, à l'image de ce qu'on voit dans les lycées pour les conseils de vie lycéenne. Et donc, du coup, ça, c'est extrêmement important. Mais encore une fois, si on arrive et qu'on plaque nos raisonnements d'adultes sur ce sujet-là en disant, voilà, vous savez que ça, c'est très important, pour eux, ça voudra peut-être rien dire. Les élèves de 6e du Collège d'Argent, par exemple, cette année, nous ont fait des propositions. On a essayé de leur faire prendre conscience de ce qui se passait dans leur quartier, de ce qui pouvait être intéressant à travailler. Et finalement, leurs pistes d'action ne sont pas du tout celles qu'on attendait au départ. Voilà. Donc, il va falloir maintenant les accompagner sur leurs pistes, sans restreindre leur ambition et en même temps en faisant coller ce qui est possible de faire dans un établissement scolaire avec leur objectif. Voilà. Il y aura peut-être bientôt des poules, par exemple, au Collège d'Argent, parce que c'était leur objectif. Donc, je vous inviterai à partager une omelette un de ces jours. Ça peut être intéressant, oui. Voilà, et c'est extrêmement intéressant de voir que leur préoccupation, finalement, c'était, on en parlait tout à l'heure, la découverte du vivant ou la réappropriation du vivant. Et donc maintenant, notre rôle à nous, c'est effectivement de les accompagner dans ce sujet-là, sans leur dire « oui, bien sûr, oui, vous avez raison, mais vous savez, ce ne sera pas possible pour telle ou telle raison ». Si on fait ça, effectivement, je crois qu'on a on perd notre crédibilité et on perd tout le sens de ce PEDT. Merci Monsieur Roche pour ce témoignage. Oui, je vous rejoins en plus parfaitement justement sur le pont entre l'élémentaire et le collège, qui est aussi important, et notamment Rodolphe Ribas aussi qui est avec nous au plateau toujours. Hein. Voilà, on était sur un événement, la fête de la propreté, du coup qui n'a pas pu avoir lieu la semaine dernière. Hein. On devait faire aussi une émission en direct place Commandant Arnaud. Il y a aussi un réel échange qui est fait entre les CM2 et les 6e, justement sur cette notion de propreté. Voilà, et du coup il y a un véritable échange et moi je trouve ça en tout cas nécessaire. Et vous l'avez bien fait de souligner sur ce projet éducatif. Nous avons également avec nous Claire Deligan, représentante des parents d'élèves. Dites-nous, selon vous, en quoi ces ambitions éducatives vont accompagner la vie de nos enfants ? Alors, du coup, je vais juste présenter en 2 mots le RIPEL, parce que je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc, en fait, le RIPEL, c'est une association qui regroupe des parents d'élèves élus qui sont indépendants, donc qui ne sont pas affiliés à une fédération comme la FCP ou la PEP, par exemple. Donc, en fait, c'est un réseau qui a été créé parce qu'on s'est rendu compte que sur la ville de Lyon, il y avait de plus en plus de parents élus qui n'étaient pas affiliés et que ces parents-là n'étaient pas représentés à l'échelle de la ville. Donc, ils étaient entendus à l'échelle de leur école, mais pas à l'échelle de la ville. Donc pour l'instant, le réseau regroupe 15 écoles et donc on a pour ambition de regrouper davantage d'écoles à l'avenir. Donc n'hésitez pas, les parents qui nous entendent, si vous avez envie de prendre contact avec le RIPEL. Donc en fait, pour faire le lien avec tout ce qui a pu être dit, donc nous, ça fait donc depuis 3-4 ans qu'on travaille sur les sujets autour de l'école. Et les problématiques qui sont remontées par les parents des 15 écoles qui sont dans le réseau tourne autour de l'inclusion, d'une cantine plus responsable, de l'éducation numérique, l'éducation à la citoyenneté. Donc en fait, finalement, le PEDT reprend tous ces éléments qu'on avait en discussion depuis plusieurs années
Et en fait, je dirais même que le PEDT va beaucoup plus loin. Je pense notamment au sujet de l'écologie, qui est un sujet qui préoccupe énormément les enfants et les parents aussi. Et donc, en fait, nous, on est ravis de voir que ce sujet de l'écologie est pris vraiment dans toute sa mesure, avec une partie plus liée à la reconnexion au vivant et une partie qui va plus être liée à la maîtrise des techniques, avec tout ce qui est la maîtrise, enfin le réemploi et puis tout ce qui va être lié à la réparation. Donc, alors en tant que réseau de parents d'élèves depuis plusieurs années, en fait, nous, notre action, elle se limite plutôt actuellement à faire remonter, enfin, à faire des constats et faire remonter des choses qui peuvent dysfonctionner ou même bien fonctionner. Mais finalement, c'est une action qui reste assez limitée, je trouve. Et donc, avec le PEDT, là, je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle étape pour notre réseau, qui va être plutôt une étape de mise en action, en fait, de mise en œuvre. Et on va vraiment pouvoir, en tant que parents d'élèves, avoir des leviers d'action, s'impliquer, s'engager et agir au sein de nos écoles et au sein d'un bassin peut-être un peu plus large. On parlait tout à l'heure du lien entre le collège, l'école primaire et le collège. Et je pense qu'on va du coup pouvoir avoir peut-être une action qui sera ni celle de l'école, ni celle de la ville, mais vraiment celle localement d'un territoire qui va regrouper plusieurs écoles, la crèche, le collège, et qui va nous permettre d'avoir une vie de quartier en fait plus complète. Et je pense que l'enfant se rendra compte de cette continuité tout au long de son parcours. Et donc nous, on a la même ambition au niveau du RIPEL de s'engager au niveau du collège, parce qu'on trouve qu'en tant que parent d'élève, l'engagement n'est pas si simple que ça en fait, et qu'une fois qu'on est engagé dans l'école, dans son école primaire, ensuite avec le passage au collège, il y a beaucoup de choses qui se stoppent, et peut-être qu'il faut travailler cette continuité-là aussi au niveau des parents d'élèves. Voilà. Éric Pellaton, vous êtes directeur de la Maison pour tous des Rancy, dans le 3e arrondissement. En quoi ces ambitions éducatives ont-elles écho à vos préoccupations et vos projets ? Pour réfléchir à cette question, il me semble qu'il y a 3 dimensions qui me sont chères et que je voulais reporter ce matin. Autour de la forme, des valeurs et de la mise en œuvre, ce nouveau projet éducatif de territoire dont j'ai vu la dernière mouture m'a particulièrement touché. Je voudrais déjà d'abord remercier vraiment la ville de Lyon d'avoir impliqué largement les associations d'éducation populaire et de manière égalitaire dans cette concertation avec l'ensemble de la communauté éducative et d'avoir donné la parole aux enfants de manière également très, très large. Quand je parle de la forme, c'est de dire que cette structure projet et la méthodologie participative nous sont très familières. En lisant ce projet, j'ai reconnu des modalités d'action que l'on vit au quotidien et dans laquelle nous pourrons désormais facilement nous intégrer avec son découpage rigoureux entre finalités, objectifs généraux, objectifs opérationnels. C'est un cadre très détaillé, précis, mais qui offre toute liberté d'action concrète et de fait va nous faciliter la possibilité de nous approprier ce projet et de nous y intégrer concrètement. J'y vois une approche opérationnelle, à tiroir, dans laquelle chacun pourra s'investir pour tisser des liens. Voilà une forme qui nous ressemble et une forme qui va nous permettre, et je rejoindrai beaucoup de propos qui ont déjà été dits, notamment de mon collègue de la Maison de l'Enfance, de mieux déployer des valeurs, parce qu'un projet éducatif, pour nous, c'est avant tout des valeurs. Cette approche globale, avec ces 3 composantes diversifiées, font pleinement écho à nos projets associatifs locaux, mais aussi à nos valeurs communes, d'une famille associative à l'autre. Peu ou prou, les 3 finalités qui ont été présentées depuis le début de la démarche croisent celles que chacun de nous portons, en ce que nous défendons des projets humanistes, d'épanouissement individuel et collectif et de transformation sociale. Pour moi, une préoccupation majeure, particulièrement en cette période de sortie de crise, c'est de fédérer nos équipes autour du sens donné à l'action, avec encore plus de force. Nos projets périscolaires aujourd'hui sont une déclinaison de nos projets associatifs, avec leurs forces, mais aussi leur fragilité. L'isolement, la crise, je l'ai dit, la part prépondérante donnée aux questions organisationnelles, parfois peut nous faire douter. Aujourd'hui, avec ce projet éducatif de territoire aussi fort, aussi détaillé, nous avons un cadre de référence très fédérateur et facilitateur. Je voulais parler de cette dimension-là. Ce PEDT, il me semble, permet d'intégrer nos actions très localisées dans un grand ensemble qui sera stimulant
et je le crois, nous tirera vers le haut en valorisant nos actions existantes ou les nouvelles qu'il aura permis d'inventer. Et je voulais parler de la mise en œuvre. Je crois que toute cette démarche et aujourd'hui le projet tel qu'il est présenté est un pas de plus vers la co-construction et la complémentarité entre les équipes enseignantes et les équipes périscolaires. C'est une marge de progression qui avait été rapidement identifiée au début de la réforme des rythmes scolaires et qui gagne encore à aller de l'avant. Et je suis sûr que depuis le début de la concertation, on est allé plus loin. Et cette modalité très participative favorisera ce pas qualitatif. Ce que j'ai vu dans ce projet et qui également me parle fort, c'est qu'on a aujourd'hui une grille d'évaluation assez facile d'accès pour toutes et tous de la situation de chaque école, de chaque accueil, sur des orientations communes. Et cela facilitera encore leur mise en action et toute liberté et adaptation. Et enfin, maintenant que le projet est à quelques jours d'être voté par le conseil municipal, ce que je vois, c'est un travail qui est à faire désormais, c'est celui du partage le plus large de ce projet par l'ensemble de nos équipes et une réflexion sur la concordance entre les orientations de notre propre projet associatif, du projet d'école, du projet éducatif, pour prioriser les chantiers à venir, alors soit autour de thématiques convergentes qui auraient été repérées dans chacun de ces projets, soit sur les aspects les moins abordés dans l'école. Et c'est en ça que je vois ce projet comme une grille d'évaluation, une capacité à établir un diagnostic de ce que l'on pratique à l'échelle locale, mais dans un grand cadre fédérateur.